Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture hebdomadaire où je parle des livres en cours de lecture ou des livres lus ou des livres commencés ou des livres à peine ouverts durant la semaine qui précède. Et donc, cette semaine, nous allons parler de 5 livres qui, pour la plupart d'entre eux, sont des débuts de lecture ou des lectures à peine esquissées, même s'il y en a un que j'ai terminé, en fait 2, même s'il fait partie d'une série, le deuxième, et d'autres qui sont juste un peu une sorte d'amuse-bouche pour la suite, pour les prochains journaux de lecture où j'en reparlerai puisque je les ai à peine commencés. Alors parmi les lectures qui m'occupent, il y a les poésies de Mallarmé que je relis sur une vidéo que vous pouvez voir qui a été publiée la veille de celle-ci et qui relie ici le Pitre châtié, un sonnet qui, comme souvent chez Mallarmé, crée une sorte de surprise un peu étonnée, enfin surprise étonnée évidemment, la surprise est toujours étonnée, mais une sorte de mystère et la volonté de suspendre peut-être la compréhension. Mais j'en parle ailleurs, donc je laisse de côté Mallarmé pour le moment. Et puis les autres lectures qui m'ont occupé durant cette semaine, il y a surtout dans une pensée qu'on pourrait rapprocher peut-être par sa forme de celle de Stéphane Mallarmé, puisque cette pensée est décrite, il s'agit de la philosophie de l'amour de Georg Simmel, comme impressionniste. Elle est décrite ainsi dans la postface, donc c'est le livre que j'ai terminé cette semaine, le seul. Cette postface en souvenir de Georg Simmel par Georg aussi, Lukács, où il prétend que la pensée de Georg Simmel est impressionniste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est assez compliqué, c'est une pensée, cette philosophie de l'amour, qui est à la fois de la philosophie, mais avec un fond sociologique, mais aussi une pensée par fragments, une pensée qui ne se fixe pas vraiment, donc qu'il est parfois difficile de suivre. J'ai parfois été perdu dans cette lecture-là, de longs paragraphes parfois, puis parfois des choses beaucoup plus courtes sur l'amour, ce qu'est l'amour, question vaste, mais finalement assez peu abordée dans la philosophie, à part le grand précédent de Platon et de son banquet qui est évoqué, mais finalement, c'est une question qu'on laisse peut-être de côté, qu'on laisse aux religieux. La question de l'amour est évidemment essentielle chez les chrétiens, par exemple, et évidemment, il revient là-dessus. Tiens, amour de Dieu et amour de la patrie, amour chrétien du prochain et amour entre hommes et femmes, amour envers un ami ou amour pratico-rationnel, non pas patriotique, mais pratico-rationnel de l'idéal humanitaire. On voit que tout d'un coup, il y a un vocabulaire aussi qui vient complexifier la lecture, donc amour pratico-rationnel de l'idéal humanitaire. Voilà déjà une bonne diversité, mais on a en outre raison de parler d'amour envers les objets inanimés. Objets inanimés, avez-vous donc une âme? C'est Lamartine. Non seulement pour des idéaux ou des styles de vie, mais aussi pour des paysages, des objets d'usage courant, des œuvres d'art. Et on parle d'amour pour tout. Si j'aime, et le j'aime est entre guillemets ici, le paysage de Florence, cela ne veut pas encore dire que j'aimerais réellement y vivre constamment, ni non plus que je l'admire d'un point de vue esthétique. Peut-être les deux sont-ils vrais. Mais ni la jouissance subjective, pour ainsi dire pratique,
de ce paysage, ni le jugement de valeur objectif porté sur lui ne peuvent, séparément ou conjointement, entrer en jeu dans cette attitude intime bien spéciale que je désigne sous le terme d'amour pour lui. C'est même ici, semble-t-il, le secret de l'érotique sexuelle, qu'on aime aussi le corps de l'autre, en ce sens-là qu'on ne se contente pas de le désirer et de le contempler d'un point de vue esthétique. Un désir et une évaluation peuvent s'y adjoindre. Cependant, comparé au comportement érotique vis-à-vis de l'objet, non seulement le désir, mais à y regarder de plus près, l'évaluation, elle aussi, prend l'objet de trop près. Le premier vise l'exercice d'un pouvoir, la deuxième la sentence d'un pouvoir, deux attitudes très éloignées de l'amour. Et justement, l'amour pour un objet inanimé peut permettre de clarifier, à un degré particulier de pureté, cette relation du sujet à un objet, qui ne peut se comparer à rien d'autre, ni donc se composer de rien d'autre, et que nous nommons amour. Alors on voit cette pensée qui tourne autour de son sujet, des diversités de l'amour, et qui parfois nous tourne autour aussi. Et il y a de l'intérêt à lire ceci, même si, comme je l'ai dit, parfois on se demande où il va. Et c'est donc une pensée assez difficile, mais qui permet de creuser, de méditer cette question centrale de l'amour. Une pensée aussi par fragments, notamment à la fin de ce livre, qui justement regroupe plusieurs extraits de plusieurs livres de Georg Simmel, donc une pensée un peu impressionniste, dans le sens où c'est des assemblages un peu disjoints qu'on met ensemble et qui créent un truc un peu flou, mais très beau. La sensualité est en soi le générique, et dans cette mesure le véritable opposé de l'amour. Voilà qui est intéressant. Le stade où en sont aujourd'hui bien souvent les personnes supérieures elles-mêmes se résume à une juxtaposition des deux qui est assez peu organique, assez peu homogène. Une des composantes donne l'effet d'un ajout par rapport à l'autre. Problème, l'individualisation réellement poussée de la sensualité, une individualisation telle que l'amour l'opère. Il peut aussi en exister une autre, qui soit seulement l'affaire d'une différenciation, voire d'un raffinement de caractère spirituel et général. Voilà, encore une esquisse de cette pensée de Georg Simmel, pensée de l'amour qui distingue celui-ci de la sensualité, du désir, qui le distingue aussi d'une sorte d'idéal sans objet. C'est le sujet, l'objet qui s'approche. Évidemment, la question de l'amour réciproque ou non est aussi posée. L'amour n'a pas besoin d'être forcément partagé pour être de l'amour. Et pourtant, il y a quand même une sorte de désir de partage. Mais attention, là aussi, est-ce que c'est l'amour d'un humain pour un autre humain, pour une œuvre d'art, etc. Tout cela fonctionne avec des nuances. Bref, une pensée toute dans la nuance que celle de la philosophie de l'amour de Georg Simmel. Alors, les nuances, on les trouve peut-être aussi dans les voyages d'Olivier Rollin. Olivier Rollin, vers les îles éparses. Il s'en va sur un bateau vers un lieu étrange, les îles éparses. Qu'est-ce que c'est? Elles existent vraiment, ces îles éparses. On peut même voir dans le livre des dessins. Des dessins de, par exemple ici, l'île Europa. Mais je n'ai fait que commencer cette lecture-là. Mais Olivier Rollin, j'avais déjà lu d'autres choses de lui auparavant, notamment son extérieur monde, où il
raconte ses souvenirs de voyage en les mélangeant avec une langue qui est extrêmement belle, avec beaucoup aussi d'humour, d'autodérision également. Et donc il va embarquer sur un bateau de la marine française, alors qu'il n'a plus l'âge du tout d'être marin. Olivier Rollin, je ne sais pas exactement quel âge il a, mais ce livre-là date de 2025, donc il est de l'année où je suis en train de vous parler ici. Et donc, voilà comment ça commence. Le matelot en short et marinière blanc à béret, ou plutôt est béret, je recommence pour que ce soit la vraie langue d'Olivier Rollin qu'il ne faut pas trop maltraiter. Le matelot en short et marinière blanc et béret à pompons, venu m'accueillir à Roland-Garros, et là il ouvre une parenthèse directement, il y en a souvent des parenthèses chez Olivier Rollin, l'aéroport, pas le stade de tennis où je n'ai jamais mis les pieds, a une tête extrêmement avenante. Nous étant extraits des embouteillages de Saint-Denis, roulant vers le port dans sa fourgonnette Kangoo, donc Saint-Denis de la Réunion, hein, on n'est pas encore aux îles Éparses, on est à la Réunion, qui n'est pas loin de ces îles Éparses qui se trouvent dans le golfe du Mozambique, quelque part entre l'Afrique et Madagascar, et qui sont des îles françaises, non peuplées, seule l'armée justement s'y trouve, et Olivier Rollin qui accompagne un navire de l'armée française. Donc nous étant extraits des embouteillages de Saint-Denis, roulant vers le port dans sa fourgonnette Kangoo, on voit les précisions aussi, la fourgonnette Kangoo, on donne la marque, nous longeons sous la falaise la route côtière perchée en mer sur ses pieds de béton. L'épithète pharaonique, là il est mis entre guillemets, que la langue médiatique accole volontiers aux vastes ouvrages, les travaux sont aussi facilement pharaoniques que les rapports accablants. On voit tout de suite l'ironie et justement cette manière de remettre en cause le langage ordinaire, qui évidemment est le propre de la littérature. La littérature ne peut pas se contenter des mots de tous les jours. C'est la leçon qu'on a retenue de Mallarmé, dont je parlais tout à l'heure, entre autres. Et donc, les travaux pharaoniques et les rapports accablants, voilà, c'est des choses qui énervent, semble-t-il, Olivier Rollin. Donc, l'épithète pharaonique conviendrait parfaitement à la route côtière, à cette réserve près que les pharaons, ou à tout le moins leurs chefs de travaux, terminaient leurs pyramides. Tandis que la route, dans un état d'inachèvement qui dure depuis des années, s'arrête de façon abrupte à la façon d'un plongeoir géant au-dessus de l'océan. Qui a vu depuis la voie ferrée Paris-Orléans la ligne de l'aérotrain construite au cours de l'utopique année 1968, allonger ses kilomètres de béton rangés de loin en loin par la végétation au milieu des platitudes du Loiret, pourra se former une idée de ce qu'est la route littorale. On voit bien que tout d'un coup, on ne sait plus où on est. On a parlé de Saint-Denis, on est à La Réunion, on va aller sur ces fameuses îles éparses, on nous a tout d'un coup mis le doute avec Roland-Garros et l'aéroport, le stade de tennis, etc. Puis d'un coup, on se trouve dans le Loiret. Pourra se former, donc celui qui a déjà vu l'aérotrain, la ligne de l'aérotrain, évidemment qui n'a jamais été mise en service, pourra se former une idée de ce qu'est la route littorale. Sauf que là, c'est bien plus grand, plus haut, plus large, plus majestueux en un mot, et qu'à la place de la Beauce, il y a l'océan Indien. Ces baleines, ces requins, ces caravelles portugaises et ces galions espagnols, ça c'est entre parenthèses, évidemment là c'est l'imagination qui entre en jeu. Telle qu'elle est grandiosement inutile et coûteuse, il faut espérer que jamais la circulation automobile ne viendra lui ôter sa beauté de monument de l'absurde. Ou de la pure dépense, pour le dire comme bataille. Et là, on a une allusion à évidemment un autre écrivain, à nouveau en parenthèse, quand Olivier Rollin voyage, c'est
en compagnie de livres. Cependant que nous longeons ce gigantesque portique, nouvelle parenthèse, que les soleils marins teintent de mille feux, lançons aussi l'ironie de cette phrase qui sonne comme quelque chose d'un peu romantique comme ça. Je demande au Mataf, banalement, puisqu'il est noir, s'il est de la Réunion. Non, me répond-il, de Tarbes ou de Dax. J'ai oublié enfin de par là. Et cette réponse me réjouit, qui semble prouver que tout ne va pas si mal dans cette interminable et indécidable affaire dite de l'intégration, ou du post-colonialisme, ou de quelque nom qu'on veuille lui donner. Là aussi, méfiance pour les noms. Et dans ce genre de sujet, Dieu sait s'il faut se méfier des noms. Mais il est content d'être affecté à la Réunion, ajoute-t-il, et de nouveau ses propos me réjouissent, tant il est rare de rencontrer quelqu'un qui avoue ingénument être content de son sort. Ce type me met de bonne humeur, cette histoire commence bien. Et elle se poursuivra bien, peut-être. J'en reparlerai dans la suite, là ce n'est que le départ, mais on voit déjà cette envie de partir avec Olivier Rollin, surtout que les îles éparses, il faut bien avouer qu'il n'y a pas grand monde qui a la chance d'y aller, si c'est une chance. L'île de la Réunion, je m'y suis rendu il y a déjà pas mal d'années, je me souviens pas de cette autoroute-là, mais peut-être n'ai-je pas été assez attentif. Donc la lecture permet aussi de voir le monde différemment. Continuons le voyage, alors les 2 livres suivants nous emmèneront un peu dans les mêmes territoires beaucoup plus au nord, puisque nous allons du côté des îles britanniques, de ce monde celtique, avec, pour commencer, Merlin. Merlin et la quête de l'épée. Tome 1, prophétie, les tomes suivants sont tout près de moi et je vais bientôt aussi les découvrir. De Merlin, j'avais déjà parlé, cette série de bandes dessinées qui retraçait l'enfance et la jeunesse de Merlin précédemment, et là on a encore un Merlin assez jeune, et qui donc est à la recherche d'une épée qui, d'après une vision qu'il a, sortirait de l'eau. On connaît les légendes arthuriennes, on connaît ceci généralement, l'épée sortie de l'eau, la dame du lac, etc. On connaît ceci comme étant un événement du passé, un événement lointain dans le passé. Et ce qui est intéressant, c'est que par rapport aux légendes du roi Arthur, qu'on connaît assez bien, enfin j'avais passé pas mal de temps à lire les livres médiévaux sur cette question-là, finalement ce qui se passe avant et ce qui se passe autour de Merlin m'était en tout cas à moi plus inconnu, et donc je découvre à travers la bande dessinée, eh bien, ce personnage dans son passé. Il va rencontrer plusieurs rois, il va y avoir, comme c'est le cas dans ce genre de cas, des batailles, et le roi n'est pas encore Arthur, celui qui se bat, mais c'est Uther. Uther Pendragon, le père d'Arthur, mais bien avant qu'Arthur naisse. Et puis, ils vont pénétrer avec un nain et un elfe. Là aussi, on retrouve le cliché de la détestation des nains et des elfes, même si c'est fait de manière beaucoup moins caricaturale que dans une bande dessinée comme le Donjon de Naheulbeuk, dont j'ai aussi parlé assez récemment. Ici, c'est plus sérieux quand même comme histoire, plus mystérieux. Et on voit donc Arthur accompagné, non pas Arthur mais Merlin, voilà que je commence à confondre les noms, Merlin accompagné d'un nain, d'une elfe, d'une autre magicienne, entrer dans un lieu étrange. Il y a une espèce de rune, comment ça s'appelle, les noms sont tout de suite compliqués.
les humains en tout cas ne peuvent pas y aller facilement, il faut avoir certains pouvoirs magiques. Un Cromlech ou Cromlech. Détrompe-toi mon ami, donc il y a une porte magique, le nain dit « Cette porte est ma foi très visible, les hommes pourraient y accéder aisément. » Détrompe-toi mon ami, il verrait le Cromlech, certes, mais il ne connaîtrait ni la rune magique, il est bien une rune, ni l'endroit exact par lequel passer. Et il ne pourrait faire ceci, et voilà qui passe par la pierre, la traverse, et se retrouve, ce qui est étrange, voilà, dans un lieu immense. Et c'est là que se trouve un mage ou un druide resté fidèle à l'ancienne foi, à la foi d'avant les chrétiens, et qui ne veut pas que Merlin puisse faire ce qu'il veut, trouver notamment cette épée qu'il s'agissait de chercher. Alors on en est resté là à la fin de ce tome 1. Va-t-il trouver l'épée? Quelles seront les aventures suivantes? Eh bien, nous verrons. Et dans le même genre d'endroit, mais alors cette fois, aujourd'hui, dans une époque plus contemporaine et dans un monde même futur, j'ai commencé, alors là aussi c'est à peine commencé, donc j'ai pas beaucoup de choses à en dire pour l'instant, Tempête sur Kinlochleven de Peter May, auteur écossais, et on est bel et bien en Écosse. Mais ce qui est intéressant dans ce roman policier, c'est que ça ne se passe pas tout à fait aujourd'hui. Cela commence en novembre 2051. Donc, on se retrouve dans quelques années, c'est pas si loin que ça, 2051, nous sommes en 2025, comme je le disais avant quand je parle, et quand il écrit, nous sommes un peu avant, mais pas beaucoup, en 2023, donc même pas 30 ans après notre époque, on risque peut-être de voir 2051. Et dans cette Écosse-là, les choses ont beaucoup changé. L'Écosse est devenue indépendante, par exemple, et le changement climatique a commencé à faire beaucoup de dégâts, par exemple. Et puis on découvre donc un cadavre dans une montagne. Et puis on a aussi les policiers qui ont une espèce d'outil assez impressionnant qui permettent de savoir si une vidéo a été générée par de l'IA ou est authentique. Et c'est le cas notamment lors d'un procès où on voit justement comme preuve, mais preuve qui n'est peut-être pas suffisante, un homme en massacré, ou en tout cas en fracassé un autre. Et justement, la défense parvient à prouver que peut-être bien que c'est une vidéo qui n'est pas réelle. Et donc, on a des technologies ultramodernes, on est donc dans quelque chose qui fait penser à notre présent avec des traits poussés plus loin. Le développement de ces IA et le changement climatique qui jouera un rôle important, je ne sais pas encore tellement lequel, puisque je n'ai lu que les 3 premiers chapitres, donc je vous en reparlerai de ce livre-là plus tard. Je reviendrai sur l'intrigue qui a à peine commencé, qui reste un peu floue pour moi pour l'instant, et les choses se mettent en place petit à petit, mais voilà, c'est toujours intéressant. J'avais lu d'autres choses de Peter May, notamment un livre dont j'ai oublié le titre maintenant, Le Phare, Les Disparus du Phare. Les Disparus du Phare, où on avait aussi le problème
des abeilles par exemple qui étaient mises en avant, ces abeilles qui ne parviennent plus à se reproduire, à polliniser, etc. Des gros problèmes et toute une intrigue policière là autour qui était assez bien ficelée. Alors on verra quelle est cette tempête sur Kinloch Leven un peu plus tard. J'en reparlerai, comme je reparlerai des îles éparses d'Olivier Rollin, comme je reviendrai évidemment à la poésie de Stéphane Mallarmé et à Merlin, et à d'autres choses, sans doute. Mais pour l'instant, je vous souhaite une belle semaine. Au revoir.